À la une ce soir, comment se démarquer pour le réveillon du Nouvel An? Nous sommes penchés sur les dernières tendances de cette année. Les femmes et les hommes y trouveront leur compte dès le début de notre édition. Aujourd'hui, 28 décembre, jour de la messe des innocents. Les catholiques ont été nombreux à se rendre à l'église en famille. Les enfants ont pu faire bénir les jouets reçus à Noël. Le zoo du Carbet accueille deux nouveaux pensionnaires, un puma et un fourmilier qui ont rejoint chacun les femelles de leur espèce. Si tout se passe bien, ils devraient pouvoir fonder une famille d'ici quelques mois. Enfin, nous parlerons également du concert de Maher Boroua et de Reda Benabdallah demain soir à l'Arobase. Leur tournée a commencé en début d'année. Ils font escale aux Antilles pour la première fois. Ils sont tous les deux nos invités ce soir, vous le voyez. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Vous le savez, il ne vous reste plus que 3 jours pour choisir la tenue du réveillon du Nouvel An. Comment se démarquer? Quelles sont les dernières tendances? Nous répondons tout de suite à ces questions pour les femmes et pour les hommes. Et c'est Loïc Régis, le conseiller du jour. Regardez. Pour trouver la tenue idéale, oui bien sûr, tout dépendra de vos goûts et de votre budget. Mais franchement, qui ne voudra pas être le plus beau pour le 31 décembre? Certainement pas Mathias. Il fait les magasins ce matin pour trouver sa chemise. Que ce soit bien ajusté, pas trop brillant, enfin pas trop, oui voilà. Que les motifs soient pas trop dérangeants et que ce soit plutôt simple quand même. Comme lui, ils sont nombreux à chercher la perle rare, le vêtement qui vous sublimera. Et pour faire le bon choix, un peu d'aide est toujours la bienvenue. Compagne, sœur ou amie, n'hésite pas à donner leur avis. Lui, il cherche du classique, hein. Donc moi je te conseille un petit peu. Voilà. Donc on cherche, on a du mal à trouver. Je pense qu'on s'est prise un petit peu tard. On voudrait un peu du satiné, donc on trouve un peu trop de mat. Je vois plutôt une chemise unie à longue manche, ça fait plus classe je trouve, avec un jean parce qu'il a quand même 20 ans, et avec un nœud papillon un peu coloré s'il trouve, ça serait bien. Enfin moi j'aimerais bien. La tendance est au classique chez les hommes selon la responsable du rayon masculin, une mode qui a peu évolué au fil du temps. Ça se continue quand même, on porte beaucoup le petit chino retroussé, des petites bretelles, le petit nœud papillon et la cravate très fine avec la chemise ajustée. Ou avec le gilet aussi, le gilet sans manches, et on nous demande pas mal de 3 pièces et il y a beaucoup le nœud papillon. Oui. Si la sobriété est de rigueur pour vous messieurs, c'est en revanche bien différent pour la gente féminine. Des couleurs, mais surtout du brillant. Mesdames, vous souhaitez rayonner plus que d'habitude. Il faut être vue, être belle, se sentir bien dans sa peau. Une petite robe à paillettes ou unique, ça peut être bien. C'est vraiment en fonction du thème choisi de la soirée. Pas trop claquante, pas trop de strass, relativement sobre. Pourquoi? Parce que je n'aime pas forcément être comme tout le monde et qu'assez souvent, tout le monde porte des strass, des paillettes et je suis pas très paillette. Là encore, c'est une pratique bien ancrée en Martinique. Les boutiques jouent le jeu et répondent aux demandes de la clientèle. En ce moment, la tendance est au pailleté, donc comme chaque année. Donc, on a des vêtements argentés, des vêtements dorés. On a des petites perles, des petits strass, des sequins. Mais on est aussi dans l'irisé cette année avec du plissé irisé avec des reflets entre l'argent et le doré. On a aussi du motif, des fleurs. Puisque toute cette année, on a eu beaucoup de fleurs cet été aussi. Donc voilà. Plus que quelques jours avant de se mettre sur son 31, la tenue ne fera pas tout. Il vous reste aussi de nombreuses manières pour vous distinguer. Coiffure, bijoux et autres accessoires. Bien habillé, mais c'est vous qui recevez, pas de souci. Nous sommes également penchés sur le menu idéal à proposer pendant ce réveillon, des mets d'ici et d'ailleurs pour satisfaire tout le monde. Tour d'horizon avec Linda Kersi. Tout d'abord, commençons par les incontournables de la table du Nouvel An. Les indémodables et les inimitables, foie gras, saumon fumé, langouste, coquille Saint-Jacques, volaille et autres classiques. Pour les amateurs des produits du terroir, des mets plus traditionnels comme des gratins d'igname ou encore les Christophines farcies. Vous pouvez également miser sur l'originalité et sortir de votre zone de confort culinaire. Des recettes créatives et originales, de nombreux sites internet bien connus vous aideront à vous surpasser. Attention tout de même à tester vos plats bien avant le jour J pour que vos convives ne fassent pas la fine bouche le soir du réveillon.
plat chaud validé, reste à gérer les apéritifs ou encore l'entrée. Là aussi, une multitude de choix. Ils peuvent être chauds ou froids, présentés dans de jolies verrines pour mettre plein les yeux à vos convives. Pour finir, le dessert, note de conclusion du dîner du Nouvel An en beauté. Qu'il soit fondant, onctueux, croustillant ou tout simplement juteux et de saison pour les fruits. Bref, optez pour le dessert qui va marquer le passage en 2018. Enfin, que serait un repas de réveillon sans boisson, vin, champagne, spiritueux, à consommer bien sûr avec modération. On ne le répétera jamais assez, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et maintenant que vous savez comment vous habiller, quoi cuisiner, si c'est vous qui recevez, parlons maintenant d'une façon stylée pour dresser votre table. Comme pour les tenues, il y a des tendances couleurs et de grosses variations de budget. Voyez ce reportage de Gaël Wassim. En cette fin d'année, de plus en plus de Guyanais font le choix de rester chez eux et de recevoir leurs amis pour un dîner en petit comité. La décoration occupe une place prépondérante dans l'organisation. C'est l'esprit de Noël, c'est qu'une fois par an, donc une belle table avec les amis, la famille. Moi, ça sera du doré, j'aime beaucoup. Enfin, je parle de certaines choses, mais ça sera du blanc et du doré. Quitte à le faire qu'une seule fois dans l'année, donc il est plus fort que ça soit belle. Qu'elle soit belle. Quels sont les choix déco qui remportent la palme pour cette fin d'année 2017? Nous avons posé la question à une professionnelle. Cette année, c'est plutôt doré, rouge et un peu de blanc, mais plutôt doré cette année. Et si vous vous posez la question, une belle table s'accorde aussi avec un budget réduit. Il y a des petites paillettes qu'on met sur la table, paillettes, une nappe, une très jolie nappe, et les assiettes, pas très chères non plus. On peut faire une jolie table avec très peu de budget. Et si vous avez un peu de budget pour acheter des petites étoiles, des petits trucs pour mettre sur la table, c'est ça qui rend plus la table jolie, voilà. Le doré, le rouge, le blanc et les paillettes promettent d'être les stars de cette saison. Donc bonne décoration et surtout bonne fête. Fini les projets pour ce week-end et place maintenant à l'actualité du jour avec la messe des Innocents qui a été célébrée aujourd'hui à la paroisse de Bellevue. De nombreuses familles ont participé à ce rendez-vous annuel. Les plus jeunes ont pu y faire bénir leurs jouets. Ambiance sur place avec Anaïs Gall. Et il a envoyé de l'eau sur ma poupée pour que je puisse jouer avec elle plus longtemps. Pour moi, ça s'est bien passé. J'ai ramené un jouet pour le faire bénir et aussi pour me faire bénir moi, avec mon frère et ma soeur. La joie pour les enfants, c'est la signification de tout ce que Jésus a reçu à sa naissance, tous les cadeaux. Alors c'est pour ça que les jouets sont bénis aussi. Comme moi, je suis chrétienne, donc je pense que c'est une bonne chose pour les enfants. Pourquoi ? Pour les protéger un petit peu de tout ce qu'il y a de mauvais dans la vie. La fête des Saints Innocents fait référence au massacre qui a eu lieu au début de notre ère, au moment de la naissance du Christ à Bethléem. Hérode, évidemment, voyait là un rival potentiel en Jésus, puisqu'il était déclaré être le Messie, et il craignait évidemment pour sa place. Hérode était un homme sanguinaire qui n'avait pas hésité à tuer déjà 3 de ses enfants, par crainte que ceux-ci ne lui prennent le trône. Pendant cette messe-là, on fait hommage à ces petits qui sont morts pour le Christ sans pouvoir le confesser évidemment oralement. Ils ne savaient pas qui était le Christ, évidemment, mais ils sont morts à cause du Christ. Donc c'est un petit peu les premiers martyrs de notre ère, enfin les premiers martyrs de l'ère chrétienne. Et donc là, on prie pour les petits-enfants qui sont ces petits innocents, les petits innocents d'aujourd'hui. Donc on prie pour eux tout spécialement en ce jour. Eux, ce ne sont pas des animaux en peluche, ils n'ont donc pas pu être bénis aujourd'hui. Un puma bien vivant ainsi qu'un fourmilier de mâles qui sont les nouveaux pensionnaires du zoo de Martinique. Arrivés de parcs zoologiques européens, ils devraient tenir compagnie aux femelles de leur espèce et pourquoi pas fonder une famille dans les prochains mois. Reportage d'Anaïs Gall.
Réveille-toi. Iago profite d'un bain de soleil dans son tout nouvel enclos. Envoyé par le parc animalier d'Amsterdam il y a 3 semaines, il s'acclimate peu à peu. L'idée, fournir un partenaire à la femelle fourmilier afin de fonder une famille, une démarche essentielle pour sauvegarder certaines espèces en danger. On a des espèces pour lesquelles on les présente en captivité pour expliquer aux gens la biodiversité de notre planète, mais qui sont déjà tellement nombreux dans les zoos qu'on n'a pas besoin de reproduction. Dans ces cas-là, soit on a des groupes que de mâles, soit des groupes que de femelles, comme ça on est tranquille, soit parce que c'est mieux pour l'espèce, on a des couples mixtes, mais on a des options vétérinaires, par exemple ils prennent la pilule tout simplement pour ne pas avoir de reproduction. Et au contraire, on a aussi plein d'espèces qui sont menacées aujourd'hui dans le milieu naturel, pour lesquelles le travail des zoos, c'est vraiment justement d'arriver à reproduire ces espèces-là pour avoir des générations futures qui serviront un peu de réserve, si vous voulez, en cas d'extinction de l'espèce qui est concernée. Un peu plus loin, un autre pensionnaire attire les regards des visiteurs. Elac, un puma de 4 ans venu du sud de la France. Certains ont déjà hâte de voir les futurs bébés. C'est une belle chose parce que c'est quand même une belle espèce, le puma. Donc on a hâte de voir aussi les petits venir peupler le zoo. Ce sera l'occasion de revenir. C'est bien de les changer pour qu'ils puissent se reproduire et faire des petits. C'est très bien. Je trouve qu'il est très beau. S'il y a une femelle, peut faire des enfants, puis comme ça va faire une grande famille. J'ai pas encore compris pourquoi il a une petite tête et puis il est gros. Il est magnifique et on dirait qu'il est enceinte. Qu'elle est enceinte ou peut-être que c'est un mâle. C'est un mâle. Ah, il ressemble à une femelle. Si Elac est si imposant, c'est parce qu'il possède encore sa fourrure d'hiver. La première étape pour lui sera de s'acclimater à son nouvel environnement avant d'être mis en contact avec la femelle. Dans la nature, ce sont quand même des animaux qui sont solitaires. Donc dans les zoos, on essaye de former des couples pour essayer de vivre ensemble, puisqu'on est quand même dans une structure, on veut faire des reproductions par rapport à certaines espèces qui peuvent ou non être menacées. Et effectivement, par moment, ça peut ne pas fonctionner. Donc on est censé avoir une équipe autour qui est là pour superviser la rencontre. Donc à ce moment-là, on va avoir plusieurs personnes qui vont être là à observer les animaux, à regarder niveau contact, donc le visuel que les animaux pourront avoir, les sons qu'ils pourront mettre, le corps. Donc c'est un petit peu plein de signes qu'il faudra observer. Ouvert en 2014, le zoo accueille aujourd'hui près de 250 animaux et plus de 40 espèces. Cette année, plusieurs familles se sont d'ailleurs agrandies, comme ces tamarins à main rousse. Iago et Elac feront peut-être partie des prochains à éditer leur carnet rose. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guadeloupe où, comme chez nous, la haute saison s'annonce très positive cette année. La plupart des hôtels affichent complet. Nous irons également dans la commune de Trinité qui organise aujourd'hui la 29e édition de la réception des seniors, une manifestation qui a pour objectif de les sortir de leur isolement. Et puis, nous irons également à Fort-de-France qui abrite en ce moment une fresque de 100 mètres le long du front de mer. Je vous le disais, partons tout de suite en Guadeloupe où, comme chez nous, la haute saison touristique est bien lancée. L'aéroport Paul Caraïbes tourne à plein régime. La vague de froid qui sévit dans l'Amérique du Nord et l'incapacité de Saint-Martin de pouvoir accueillir des touristes leur est bénéfique. Les hôtels affichent complet. C'est un reportage de Linda Kerassi. Chez les hôteliers, les carnets de réservation sont bien remplis. La saison touristique est sur une bonne lancée. Tous les acteurs s'entendent pour que ce soit une bonne saison. Nous avons certains hôtels qui ont 75% actuellement de clientèle étrangère et seulement 25% de clientèle hexagonale. Donc quand on dit que la Guadeloupe est une destination mono-française, ça devient de moins en moins vrai. Il reste encore beaucoup à faire pour séduire davantage de touristes. Le tourisme doit être de qualité et rentable, aussi bien pour les hébergeurs que la clientèle. Les hôtels, en ce moment, sont pleins. Ils gagnent de l'argent, mais ils ne font pas beaucoup de bénéfices parce que nos charges sont trop élevées. C'est pour rendre l'hôtellerie compétitive, c'est pour que de grandes enseignes internationales reviennent avec des gestionnaires internationaux. Pour que cela crée un effet d'entraînement sur toute l'économie, il faut que les hôtels soient à la hauteur. Il faut que l'environnement soit attractif et puis également quand nous subissons des coupures d'eau totalement inadmissibles, incompréhensibles.
Il faudra attendre la mi-janvier pour connaître les premières retombées économiques. Mais déjà, les touristes semblent conquis. On est arrivé ici super bien accueillis, il n'y a rien à dire avec les gens de l'hôtel. Très gentils, on nous avait peut-être pas forcément dit ça dès au départ et en fin de compte, on s'est avéré que c'est tout le contraire. Hein. La saison touristique 2017 s'annonce donc de très bons crus. Culture maintenant avec Maher Borois qui sera en concert demain soir à l'Arobase. L'artiste martiniquais sera en compagnie, entre autres, de Reda Ben Abdallah, un musicien franco-algérien. Ils sont tous les deux nos invités ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer, on va proposer aux téléspectateurs de regarder un extrait des prestations que vous proposez. On regarde. Alors, on va commencer l'interview maintenant. Ma première question, c'est comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux déjà? On s'est rencontrés avec Reda il y a un peu plus de 10 ans à Paris. On étudiait la musicologie à la Sorbonne, à Paris 4. Et donc, on a passé cette licence de musicologie ensemble. Et puis, voilà, on ne s'est plus quittés, on est devenus amis. Et puis maintenant, on est collègues sur scène et on a écrit ce projet ensemble. Alors, vous avez un point commun tous les deux, en plus de l'amour de la musique. Vous avez commencé à jouer très tôt, tous les deux. Le piano dès l'âge de 5 ans pour vous, et pour vous, Maher, et la guitare à l'âge de 9 ans pour vous, Reda. Je vais y arriver à parler correctement. Est-ce que c'est ça qui vous a rapprochés tous les deux? Vous, Reda, alors moi, je pense que ce qui nous a rapprochés, c'est nos cultures représentatives, la Martinique et puis pour moi l'Algérie. On s'est tout de suite vus et puis on était facilement repérables sur les bancs de la Sorbonne. Donc ça nous a beaucoup rapprochés, on est devenus amis très rapidement et puis on s'était dit qu'on allait jouer ensemble par la suite. Très bien, alors comment l'idée du groupe est née du coup? On a été copains pendant très longtemps à la fac et finalement le désir d'écrire de la musique est venu un petit peu après et on a commencé à jammer tous les deux et puis on a commencé à composer des choses assez spontanément et puis finalement ça nous a plu et puis on a décidé d'aller plus en profondeur et écrire quelque chose, écrire un spectacle. Et on a commencé à écrire les premières pièces d'Insula, sans savoir que ça allait s'appeler Insula, hommage à Frantz Fanon. Et puis le concept et puis l'inspiration est venue après. Et puis on s'est beaucoup concerté, beaucoup travaillé pour trouver les bons mots. Voilà. Et vous êtes déjà produit dans l'Hexagone, au Brésil, en Guyane. Et depuis hier, vous vous attaquez aux Antilles, puisque vous étiez en Guadeloupe hier, demain soir en Martinique. Ouais. Comment appréhendez-vous, déjà comment ça s'est passé en Guadeloupe et comment appréhendez-vous le public martiniquais chez vous? Hier, c'était super. C'était génial. C'était la première fois donc on allait en Guadeloupe. C'était un merveilleux moment. Les gens étaient très réceptifs, curieux aussi. La scène était pleine. On a joué au Jazz Club de la Créole. Ça change quelque chose de se produire à la maison, on peut dire? Ah oui, c'est-à-dire, personnellement, oui, il y a une petite ferveur à l'intérieur qui est particulière, puisqu'on connaît certaines personnes, on a de la famille et des amis qui viennent, et puis on connaît les goûts aussi, et donc moi j'étais très, très impatient, très curieux d'y être. Et puis demain, pareil quoi. Ce sera un petit piment différent, puisque c'est à la maison, c'est en Martinique.
Mes parents, mes amis verront pour la première fois sur scène Insula. Et donc j'ai le trac, mais le trac positif. C'est-à-dire l'impatience d'y être et de jouer enfin cette musique. Et vous, Reda, vous êtes produit en Algérie, c'était à la maison aussi. Est-ce que ça changeait quelque chose? Vous avez eu un petit pincement? C'est la même chose. Donc on a tourné dans les instituts français d'Algérie en octobre dernier avec Maher. Et c'est la même chose, c'est une fierté, c'est un honneur de jouer dans mon pays natal. Et c'est aussi une fierté de jouer en Martinique dans le pays de Maher. Je suis très très heureux, très fier et puis très ému. Alors, on rappelle que vous serez en concert à l'Arobase demain soir. Rappelez-nous le concept d'Insula. Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, Insula, c'est un trio. Le concert de demain sera un trio. Donc, Reda au oud, Adriano Tenorio aux percussions et moi-même au piano. Et donc, on va articuler ce projet qui est un hommage à Frantz Fanon. On a mis sa pensée, ses idées au centre de notre inspiration musicale. Et donc on a essayé, avec des images sonores, on va dire, d'illustrer sa pensée. Et donc ça va être un concert de à peu près 1h30, 1h45, on verra. Et, voilà, et vu que ça fonctionne, est-ce que vous envisagez un album peut-être? Absolument. Bah, là, on sort d'une période passionnante de tournée. Donc Algérie, Brésil, on est allé aussi en Guyane, maintenant les Antilles. Et puis le début de l'année 2018 sera le projet d'enregistrement, parce qu'il faut enregistrer, il faut être visible, il faut diffuser ce travail, je crois qu'il le mérite. Et donc on attaque ça dès mon retour à Paris. D'accord, donc le rendez-vous est fixé pour quand la sortie selon vous? Pour ceux qui ne pourront pas être là à l'Arobase. Première moitié de 2018, j'espère. Première moitié de 2018, d'accord. On l'espère. Oui. Ça a l'air ambitieux, vous clignez des yeux. Oui, parce que il faut être, oui, tout à fait, mais quand même on sort l'industrie musicale est quand même assez particulière aujourd'hui, et donc il faut sortir les albums dans de bonnes conditions. Hors de question de le faire de manière bâclée. Donc on va enregistrer et faire un superbe album et puis le sortir quand on sera prêt pour le faire. J'espère le plus tôt que possible. Absolument, on reviendra. Merci à vous. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous serez en concert demain soir à l'Arobase, qui est le restaurant du Casino Batelière à Schellcher. Et avec Adriano Dédé. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Parlons maintenant de la 29e édition de la réception des seniors de la ville de Trinité, organisée aujourd'hui. Un temps fort de la fin de l'année, très apprécié par les personnes âgées. La manifestation a pour objectif de les valoriser et de les sortir de leur isolement. Et le pari semble réussi. Voyez les réactions recueillies par Loïc Régis. Chaque année, nous invitons les aînés de plus de 65 ans à venir partager un repas convivial et fraternel avec les élus de la ville. Donc c'est un bonheur pour nous de les recevoir ce jour-là, parce que nous estimons qu'il faut au moins une fois dans l'année que tous les aînés se réunissent. Et ça nous fait plaisir parce que c'est l'occasion pour qu'ils se revoient. Toutes ces personnes qui sont ici ont fait la Trinité, ils ont bâti la Trinité. Et maintenant, nous leur devons reconnaissance, mais aussi nous leur demandons de servir de relais à la population jeune, parce que nous avons une population jeune aussi, qui doit être accompagnée. Et qui mieux que les personnes âgées peuvent accompagner les jeunes, leur donner le savoir-être, le savoir-faire, et puis leur transmettre la culture trinitéenne, la culture martiniquaise. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène à Fort-de-France. Depuis quelques jours, le sol du front de mer de la capitale sert de support à une fresque géante. 100 mètres de long avec des paysages de Martinique quelque peu revisités. C'est le plasticien Henri Tolliot qui en est l'auteur. Hubert Bornil et Michelet François vous le présentent. Regardez. En attendant les boucans de la baie, le public peut déjà découvrir sur les 100 mètres de long ici sur le Malécon cette belle expression, on appelle ça du street art, et c'est tout simplement le Tiny Planet. C'est une nouvelle technique qui consiste à prendre une photo et puis la refermer en 360. Alors ça donne 9 paysages de la Martinique, regardez. Tout commence par une photo, pourquoi pas à l'aide de son smartphone.
Ici, l'artiste a opté pour des paysages connus de la Martinique. On y voit la Caravelle, la cathédrale de Fort-de-France ou encore l'étang des Salines. Il s'agit d'une constellation Martinique. Donc l'idée, c'était de prendre différents lieux de la Martinique, comme la savane des pétrifications, ici le Fort-de-France ou ailleurs. Donc 9 lieux en fait de la Martinique, et photographier ces espaces et ensuite les transformer grâce à un logiciel, et ça s'appelle des tiny planètes. Mais vu qu'il s'agit d'une réalité déformée, ça n'est pas si simple pour les non-initiés. L'effet Little Planet ou Petite Planète fait ses premiers pas sur le Malécon. C'est du street art. Vous avez des gens qui ne saisissent pas parce qu'en fait, il y a quelque chose d'abstrait dans... C'est pas absolument figuratif, on ne reconnaît pas forcément le lieu, hein, mais ça interpelle, ils demandent mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça donne de l'allure au Malécon et pas besoin de vous dire que c'est une grande fierté pour ces jeunes qui ont pris part à l'aventure. Pour la ville, c'est une façon bien plus moderne de permettre aux artistes de s'exprimer, d'autant que cela offre plus de visibilité à leurs œuvres. C'est quand même important, nous avons des artistes de qualité et que aussi la population puisse côtoyer des œuvres d'art. Et donc ce n'est pas simplement rendre plus joli, bien entendu, c'est rendre plus agréable, mais c'est aussi permettre l'expression artistique à la portée du plus grand nombre. En tout cas, on n'a pas encore véritablement pu observer les effets que cela peut produire sur le visiteur. Mais quand même, quelques personnes passent, s'arrêtent et essayent de comprendre, parce qu'il faut d'abord comprendre l'image. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du centre commercial Hyper-Rue, le rond-point à Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, au CHU Pierre-Zobda-Kittmann, au quartier L'Aména à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.